Je suis très heureux d'être là face à vous aujourd'hui. Très impressionné aussi parce que les deux intervenants avant moi ont eu une profondeur technique et une capacité à s'exprimer impressionnante. Et moi, je suis ni chercheur ni enseignant. Et je vais prendre quelques instants pour vous parler de moi et puis vous expliquer pourquoi j'interviens ici aujourd'hui. Moi, je suis globalement chasseur de tête. Pour faire un grand raccourci, ma société s'appelle Heads Up. Heads Up, pourquoi? Justement, il y avait le jeu de mots avec chasse de tête, il y avait le mot tête, et puis il y avait aussi cette logique d'avoir un temps d'avance via la chasse de tête, et aussi cette idée de se dire, étudions un peu ce que l'emploi peut réserver demain. Prenons de l'avance sur ces sujets-là, et l'idée c'est d'accompagner mes clients dans tout ça. J'ai bossé pendant 15 ans avant en tant que RH en entreprise. J'étais notamment sur ma dernière expérience, patron du recrutement et de la gestion de carrière pour la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté. Et j'ai lancé ma société il y a 3 ans. Dans cette société, je fais du recrutement, du bilan de compétences. Et je suis également formateur dans diverses écoles, plutôt écoles de commerce, sur les sujets RH. Et quand Alice m'a contacté pour intervenir aujourd'hui, sa demande, c'était de comprendre finalement ce qu'est le recrutement et en quoi l'IA peut intervenir dans le recrutement. Et du coup, est-ce qu'on peut imaginer que l'IA amène à rencontrer, amplifier des biais de genre? Il faut que je parle plus fort? Ok, j'ai une voix plutôt posée. Alors je vais le remonter près de mon visage également, ça aidera peut-être. Et du coup, oui, je disais, le besoin, c'était d'essayer de comprendre en quoi l'IA dans le recrutement peut intervenir et également potentiellement amener des biais de genre dans le traitement des candidats. Donc du coup, moi, je vous propose de voir ça en 4 temps, finalement. Je vais commencer par vous expliquer en quelques mots ce que c'est le quotidien d'un recruteur, vous donner un petit peu de l'intériorité par rapport à ça, et puis ensuite comprendre en quoi l'IA peut intervenir dans le recrutement aujourd'hui, demain, à court terme, moyen terme. Ensuite, on verra, mais je vais finalement beaucoup m'appuyer sur ce qui a été dit précédemment, parce qu'en plus, moi, je ne suis pas un technicien, un expert du sujet, mais on verra les biais de genre dans l'IA appliqués au recrutement. Et puis, on verra ensuite quelques pistes de solutions ou d'évolution qui peuvent amener à traiter ces biais de genre. Parce que je crois que le titre, c'était « Les métiers ont-ils un genre pour l'IA ?» Je vais faire très rapide et on va pouvoir les manger très rapidement. La réponse est oui. Oui, parce que ça a été très très bien démontré, notamment par Magali tout à l'heure. Donc la réponse, c'est oui. Pas de souci par rapport à ça. Du coup, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt de voir en quoi on peut potentiellement nuancer cet aspect dans la pratique du recrutement ou en quoi, au contraire, ça peut être encore plus développé dans cette pratique du recrutement. Je vais donc commencer par vous parler un petit peu de mon quotidien de recruteur. Et je vais globaliser cette approche par rapport à mes 15 ans d'expérience, mes 17 ans d'expérience même, en tant que cabinet de recrutement, comme en tant que recruteur interne au sein d'une entreprise. Voilà. Comment ça se passe quand on est recruteur aujourd'hui et comment on traite les candidatures. On les traite déjà pour un poste, on peut imaginer assez facilement, même à Dijon, avoir environ 200 candidatures. Ce n'est pas une moyenne, mais c'est une bonne possibilité. Si on devait faire une moyenne, on pourrait être autour d'une centaine de candidatures. Évidemment, ça va dépendre du poste sur lequel vous recherchez. Ça dépend de l'entreprise que vous représentez et de sa marque employeur ou de sa visibilité. Ça va dépendre des moyens que vous déployez pour faire voir votre offre. Indeed, LinkedIn, France Travail, APEC, Hello Work, Welcome to the Jungle. Plus j'en ai, plus potentiellement j'aurai de candidats. Mais le quotidien du recruteur, ça peut vraiment être ça, recevoir 200 candidatures pour un poste. Face à ça, quand on est notamment recruteur interne, on a X postes ouverts en même temps. 5, 6, 7, c'est possible. Plus le quotidien du recruteur et de la personne qui travaille en entreprise, à savoir
des réunions, des appels téléphoniques, des mails à traiter et ainsi de suite. Tout ça, ça amène à quoi? Ça amène à une étude qui a été publiée en, j'ai pas l'année, mais il n'y a pas si longtemps que ça, sur du eye tracking, pardon. Et ce que cette étude a cherché à voir, c'est combien de temps un recruteur passait sur un CV. Donc, ils ont mis une caméra, ils ont mis un recruteur, des CV, et puis on y va. Vas-y, fais ton métier. Alors, combien de temps un recruteur passe sur un CV? Tiens, à votre avis, comme ça, est-ce que quelqu'un veut nous donner une idée? Allez, on va dire combien de temps un recruteur consulte un CV avant de passer au CV suivant? Est-ce que vous avez une idée? Oui. Combien? 10 minutes, vous disiez, vous? Minutes, vous? Et ici, j'ai entendu quelque chose aussi, non? Ok. 6 secondes. Oups. Alors, de mon ressenti et de mon recul personnel, 6 secondes, c'est très court. Néanmoins, c'est une étude scientifique publiée sur la réalité du métier. Ce n'est pas ma réalité quotidienne qui s'approche plus de l'ordre de la minute, voire peut-être un peu moins, mais entre 30 secondes et 1 minute. Comme ça, spontanément, c'est ce que j'aurais tendance à mettre en avant. Mais voilà, l'étude statistique, c'est 6 à 7 secondes. Donc ça vous montre aussi que on peut aller très vite. On peut aller très vite. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai dit auparavant, le nombre de recrutements en même temps, le quotidien, ce qu'il y a à côté, et ainsi de suite. Donc on voit aussi assez rapidement que par rapport à cette situation-là, l'IA peut être quelque chose d'intéressant, une réponse à ce temps très court, ces 6-7 secondes qui font qu'on se dit, en fait, on ne donne pas assez de temps à l'étude des candidatures. Parce qu'en plus, derrière, on a des personnes qui ont des espoirs, qui ont peut-être mis du temps à la candidature, bien qu'on verra tout à l'heure, en tout cas en conclusion, que parfois l'IA désormais permet d'aller plus rapidement dans l'étude de candidature. Mais on voit qu'on pourrait se dire, l'IA, c'est peut-être une réponse à ça, pour permettre d'aller, de donner plus de chance aux candidats que ces 6-7 secondes qui sont aujourd'hui la réalité. Bon. À côté de ça, le recruteur, il doit prendre des décisions. La décision, c'est la décision de recruter ou pas, d'aller plus loin dans le statut de la candidature. Globalement, dans la pratique du recrutement, on va avoir 5 étapes, 5 décisions importantes qui vont influencer sur ce que devient une candidature. La première, c'est la rédaction de l'offre d'emploi. Le recruteur, il va être amené à rédiger une offre d'emploi. Et là, tout de suite, sans forcément faire entrer l'IA, on voit et on peut assez facilement se dire que des biais, déjà, et notamment des biais de genre, peuvent apparaître quand on rédige une offre d'emploi. Et là, encore une fois, je ne parle pas de l'intervention de l'IA, même si on pourra en parler tout à l'heure, je parle juste de l'homme recruteur ou la femme recruteuse qui va rédiger une offre d'emploi. Parce que cette rédaction d'offre d'emploi, elle peut contenir un certain nombre de mots qui vont influencer sur les candidatures qu'on va recevoir. On peut orienter une offre d'une manière ou d'une autre. Donc déjà, cette étape-là de la rédaction, elle va influencer sur les candidats qu'on va recevoir par la suite. J'ai pris une étude qui a été réalisée par un éditeur qui vous permet de rédiger des offres d'emploi, mais globalement, quand un homme est recruté, c'est souvent que l'offre contenait plus de 2 fois plus de formulations masculines que de formulations neutres ou plutôt féminines. Des termes compétitifs, dominants, ambitieux, réduisent les candidatures féminines. Et de fait, on a un filtre qui est opéré avant même de recevoir le premier CV, avant même de passer ces 6 secondes sur le CV. Donc c'est déjà une première étape hyper importante dans ce que j'appelle le cycle des décisions du recruteur. L'étape d'après, c'est la lecture du CV, ces fameuses 6-7 secondes. C'est déjà le moment où on va se poser sur le parcours de quelqu'un, qu'est-ce qu'il a mis dans son CV et en quoi ça peut se conformer à des attentes que j'ai formulées par rapport à un poste à pourvoir.
Ces attentes, elles ont pu être formulées d'ailleurs avec un manager, et c'est hyper important de faire rentrer le manager à ce moment-là, puisque le RH est recruteur, mais il est aussi recruteur pour un client, qu'il soit externe ou interne. Moi, actuellement, je recrute pour des clients externes, qui sont les clients de mon cabinet, mais quand j'étais interne dans une entreprise, je recrutais pour qui? Pour des clients internes, qui étaient les managers. Par exemple, en banque, les directeurs d'agence qui avaient besoin de monde dans leur agence. Donc cette décision de lecture du CV, déjà, c'est une décision qui peut amener potentiellement à mettre en œuvre, là aussi, des biais, évidemment. Et il y a même une étude de la DARES, alors qui est du coup contre-intuitive, mais qui est intéressante quand même, qui montre que à ce stade-là, sur des postes peu qualifiés, on a une tendance à avoir plus de candidatures masculines retenues en proportion. Et sur des postes qualifiés, c'est les femmes. C'est des candidatures plus féminines qui, à ce stade-là, vont être sélectionnées en proportion. On aura plus de femmes. Donc déjà, on a quelque chose d'intéressant. C'est presque le biais inverse là, de celui qu'on pourrait potentiellement se donner. Donc suite à la lecture de CV, on va arriver sur une présélection, peut-être une vingtaine de CV qu'on va appeler au téléphone pour essayer de qualifier un petit peu. Et ensuite, on va faire l'entretien de recrutement tel que vous pouvez peut-être le connaître ou tel qu'on en a la plupart du temps la représentation. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, évidemment, de ce qu'est l'entretien de recrutement et ainsi de suite, parce que ce n'est pas le sujet du jour. On parle plus d'IA, mais voilà, il y a des méthodes qui permettent de recruter de façon la moins biaisée possible, mais toujours est-il que voilà, on est sur l'étape quasiment finale du processus de recrutement, quasiment finale, parce que la fin, c'est quoi? C'est la décision. La décision, c'est j'ai reçu 4, 5, 6 personnes en entretien, et puis je vais décider qui je souhaite retenir. Là encore, sur cette étape-là, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ce n'est pas forcément le recruteur, moi, cabinet, moi, responsable RH, qui prend la décision. C'est potentiellement une décision collégiale, la plupart du temps, avec le futur manager, N+1, voire N+2, qui intervient dans ce process de recrutement. Et pour vous dire la réalité du terrain, la parole du recruteur à ce moment-là, elle a quand même beaucoup moins de poids que celle du manager. Pourquoi? Parce que c'est le manager qui demain va gérer la personne dans l'entreprise, va l'accompagner au quotidien. Donc nous, on est là pour apporter un éclairage, mais en réalité, c'est tout le travail qu'on a fait précédemment, dans la présélection, dans les critères. C'est tout ce travail-là qui va amener à prendre la décision, qui va amener notre valeur ajoutée. La décision finale, je dirais que c'est quand même 70 à 80% le poids du manager qui est important dans celle-ci. Maintenant qu'on a défini ça, on peut se poser un tout petit peu, vraiment 2 secondes, parce que je vois déjà le temps qui passe, sur le cadre légal du recrutement et de la non-discrimination. Dans ce cadre légal, il y a 25 critères de non-discrimination. Le genre en fait partie, qui sont posés légalement depuis de nombreuses années et qui font que, on ne doit pas discriminer dans le cadre du recrutement. Il y a des questions qu'on ne doit pas poser. C'est établi depuis de nombreuses années et n'empêche qu'il y a de la discrimination dans le recrutement, qu'il y a des questions qu'on devrait poser, qu'on ne devrait pas poser, qui sont posées. De la part de recruteurs, de la part du manager aussi, encore une fois, ils ont aussi leur part là-dedans. Ce qui est moins connu, moins su, c'est qu'il y a une formation obligatoire tous les 5 ans. Si vous êtes dans une entreprise de plus de 300 salariés et que vous êtes chargé du recrutement dans cette entreprise-là, je dis bien chargé avec des guillemets, ce n'est pas l'intitulé de poste qui compte, c'est la responsabilité que vous en avez, vous êtes obligé d'être formé, sensibilisé à la non-discrimination. Néanmoins, il n'y a pas de minimum d'heures, il n'y a pas d'obligation de contenu. Donc ça peut être une formation très simple. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on fait. Une demi-journée, petite sensibilisation, on s'en lave les mains, tranquille, parfait. Et en plus, qu'est-ce qui se passe? On ne forme que les chargés du recrutement, les responsables du recrutement dans l'entreprise. Donc en fait, dans cette formulation de la loi, qui c'est qu'on forme? C'est les RH et pas les managers. Et je viens de vous dire quoi? Dans la décision finale, en fait, il y a 70 à 80% du manager. Puis les managers, ils ne sont pas bêtes en règle générale, quoique, ça dépend de qui, mais parfois, ils savent aussi que vous avez une sensibilité, une formation à la non-discrimination. Donc le choix qu'ils vont prendre, ils vont vous le justifier, mais ils ne vont pas vous dire je choisis
le candidat masculin par rapport au candidat féminin parce que j'aime pas les femmes, parce que j'ai pas envie qu'elles fassent un gamin, parce que j'ai pas envie qu'elles se barrent à 17h. Enfin, il va pas vous dire ça, évidemment. Parce qu'ils ont un minimum quand même, de réflexion. Donc ils vont vous dire d'autres choses. À vous d'essayer de comprendre et d'objectiviser les choses. Mais la plupart du temps, c'est très compliqué. Donc déjà, de base, même sans qu'on mette de l'IA, le recrutement est fondamentalement déjà discriminant, parce que oui, c'est de la discrimination, quoi qu'il arrive, sauf sur 25 critères légaux. Voilà. Et en plus, par rapport à ces 25 critères légaux, on sait que ça peut être border. Et c'est du quotidien, évidemment, et je vais pas nier ça. Alors l'IA dans tout ça, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, qu'est-ce qu'elle vient faire ? Déjà, il y a une nécessité de casser un certain nombre de mythes sur l'IA dans le recrutement. Pourquoi ? Eh ben, parce que je me rends compte de plus en plus que les gens pensent d'ores et déjà, et quand je dis les gens, c'est les candidats globalement, pensent d'ores et déjà que l'IA est là et traite les candidatures. Pourquoi je dis ça ? Parce que je suis recruteur et qu'on me parle forcément dans le cercle mondain, familial, social de candidature passée, de refus reçus, mais également sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn par exemple, ou sur Reddit, Facebook, ce que vous voulez. Vous avez très souvent des témoignages de candidats qui vous disent « Ah, ma candidature, elle a été rejetée par une IA ». Elle a été rejetée par une IA parce que déjà, en 10 minutes, j'ai reçu la réponse. Ou parce que j'ai reçu le mail de refus à 3h du matin. Ou parce qu'on m'a dit, d'ailleurs, il y a un formateur là, qui va me vendre une formation pour savoir le faire. On m'a dit que mon CV, en fait, je l'avais fait sur Canva et que les outils IA du recruteur, elles n'arrivent pas à lire les CV Canva. Tout ce que je vous dis, c'est de la réalité, c'est vraiment du quotidien sur les réseaux sociaux ou dans mon approche avec les personnes qui échangent avec moi en tant que cabinet de recrutement. Donc on a cette idée de se dire que les candidatures sont traitées par des IA. Et cette IA, elle a même un nom, ça s'appelle un ATS. Voilà. Et en fait, non. Un ATS, c'est quoi déjà ? C'est un Applicant Tracking System. C'est juste l'outil dans lequel on va gérer les candidatures. C'est comme un CRM, par exemple. C'est comme un outil de gestion, tout simplement, dans lequel on va retrouver candidat bidule pour tel poste, candidature reçue à telle date, CV. La plus petite expression de cet ATS, c'est quoi ? C'est un fichier Excel. Dans l'absolu, un fichier Excel avec le nom, la date de candidature et ainsi de suite, c'est un ATS en fait. C'est un outil de suivi de vos candidatures. Il n'y a pas d'IA obligatoirement dans un ATS. Un ATS, ça existe depuis 30 ans, ça existe bien avant que l'IA se soit généralisée. Et d'ailleurs, tout le monde n'a pas d'ATS. Dans les études que j'ai recherchées pour cette présentation-là, il est dit, il est noté que 30% seulement des entreprises françaises ont un ATS. Le reste gère à la main ou dans un Excel, parce que du coup, dans ces 30% dont je vous parle, c'est vraiment l'outil vendu comme un ATS, quoi. Le reste gère comme ils peuvent les mails, l'Excel. Donc on est sur seulement 30%, alors le chiffre exact c'est même 27% des entreprises françaises qui ont cet outil d'ATS. Donc la majorité recrute sans, recrute comme ils peuvent. Dans ces ATS-là, en plus, pour avoir fait un peu le benchmark avant cette journée, on se rend compte qu'ils sont très peu à avoir une brique IA. Le seul et le principal qui va en avoir une, c'est Workday, un outil, un ATS américain, qui a quand même une grosse part de marché auprès des grosses entreprises du CAC 40. Il fait à peu près un tiers du marché sur les entreprises du CAC 40. Mais il a une brique IA. Elle n'est pas dedans d'office. Elle est à prendre en plus avec un coût supplémentaire. Et il équipe principalement les grosses entreprises. À côté de ça, vous avez tout un tas de solutions, et très souvent de solutions françaises, parce qu'on est très développé au niveau des ATS français. Et ces solutions-là équipent la plupart du temps les PME. Voilà. Les PME qui sont équipées d'un ATS ont la plupart du temps, parmi 4 ATS français, et ces 4 ATS français ont des briques IA.
Mais ces briques IA, elles ne sont pas forcément des briques qui vont faire du tri de CV ou du filtre de CV. Parmi ces ATS, je vais citer quelques noms, mais on a Flatcher, qui lui va générer des modèles d'offres d'emploi. On a Between, qui va servir à identifier dans votre vivier les personnes candidates anciennement. Le vivier, c'est ça, c'est une personne qui a candidaté il y a 1 an, 2 ans, pas beaucoup plus pour des raisons RGPD. Et il va identifier un ou ancien candidat qui pourrait être pertinent pour une offre qui a été publiée quelques mois après. Donc il va chercher dans vraiment le stock de candidats. Il ne va pas trier les candidats reçus. Vous avez Thalys aussi qui fait la même chose, un mélange, un peu de rédaction d'offres, un peu de suggestion vivier. Et vous avez Tim Taylor qui, lui, il y a quelques années, avait justement sorti une brique qu'ils avaient appelée Copilot. C'est assez à la mode quand on parle IA, Copilot. Et il avait même, et là c'était publié, basé sur OpenAI. Ils utilisaient l'API OpenAI pour trier, filtrer, scorer les candidats. Sauf qu'on se rend compte que ça a disparu. Ils ne le mettent plus du tout en avant sur leur site internet, dans leur offre commerciale. Et je l'ai uniquement retrouvé aujourd'hui dans la documentation en anglais, donc pour le marché plutôt américain. Et encore, sur le site américain commercial, il n'y a plus de mention de ça. Tout ça pour vous dire que, en fait, de cette image très très répandue de les candidatures sont traitées par l'IA, en fait, 4%, d'après une étude assez récente, seulement 4% des entreprises utilisent en France l'IA pour traiter les candidats. Voilà. Donc là, déjà, on casse un gros mythe par rapport à ça. Par contre, il y a un autre usage potentiel, c'est tous ceux qui n'ont pas d'ATS, voire même ceux qui ont des ATS. Que font-ils des CV et que font-ils pour gagner du temps sur cette logique de 200 candidats, 6-7 secondes par CV? C'est l'usage qui a même été documenté, l'article est encore en ligne et c'est très drôle sur le blog de Thalys, donc un des ATS, qui est de dire utilisez ChatGPT. Mettez, et l'article de Thalys, encore une fois, il est très drôle si on est cynique, mettez 50 CV dans ChatGPT, demandez-lui de vous les trier par ordre de meilleure capacité à remplir le poste sur lequel vous recrutez et de vous dire les forces et les faiblesses de chaque CV, quoi. Alors ça pose plein de questions, évidemment déjà RGPD, les données où elles partent, mais on pourrait même imaginer qu'on anonymise les CV parce qu'on est super sensibilisé à la RGPD. Ça pose des questions, là pour le coup très fortes, sur les biais de genre notamment et la discrimination. Et je pense que c'est cet usage-là qui est sans doute celui le plus à risque plutôt que l'usage classique à travers les outils existants du recrutement. C'est vraiment cette logique de shadow IT, entre guillemets, ou shadow recrutement pour essayer de gagner du temps et parfois essayer de mettre en œuvre, j'y reviendrai tout à l'heure, une illusion d'objectivité. C'est de dire, je vais utiliser ChatGPT, ça va peut-être aider à avoir une approche objective et un tri, un scoring objectif. On sait, et on l'a vu même déjà ce matin, que ce n'est pas tout à fait la réalité. Alors pourquoi les solutions, les fameuses ATS dont je vous parlais tout à l'heure, ne proposent pas ou plus de briques de filtres, de scoring des candidats? C'est tout simplement parce qu'il y a un cadre légal qui va se mettre en œuvre assez fortement en août 2026, mais qui en plus est déjà en œuvre depuis 2018. RGPD. Et ça tombe bien, c'est très cohérent. Depuis 2018, il y a dans l'article 22 du RGPD la notion du droit à ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé. Donc, en tant qu'individu, nous avons le droit de, si je l'applique au recrutement, nous avons le droit de ne pas voir notre candidature traitée par un outil qui va automatiquement la rejeter. Voilà. Alors, la formulation, elle fait beaucoup de négatifs pour dire finalement la chose suivante. C'est interdit de traiter automatiquement un candidat. Et quand je dis automatiquement, c'est il postule, une IA, quelle qu'elle soit, va dire non, il n'a pas ce qu'il faut, et envoie un mail de refus. Fin de l'histoire. Ça, c'est interdit depuis 2018.
Donc c'est plutôt clair, notamment par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on entend souvent des personnes qui nous disent bah, « mon CV, c'est sûr, là, ma candidature, elle a été écartée par une IA. » quoi. C'est interdit et depuis 2018. Donc dans l'absolu, les éditeurs de solutions logicielles mises en œuvre en France ont plutôt eu intérêt et sont déjà à jour par rapport à cette obligation-là. Et en plus de celle-ci, on arrive en 2026, le mois d'août, la mise en œuvre d'une partie de l'AI Act qui est là pour identifier le recrutement comme une activité à haut risque. Puisque le 2 août 2026, il y a un certain nombre d'activités à haut risque qui vont avoir des obligations légales en lien avec l'usage de l'intelligence artificielle. Le recrutement en fait partie. Donc, dès le 2 août 2026, ça va être encore plus complexe. Un certain nombre d'obligations, notamment, vont être mises en place. On les verra tout à l'heure. Alors du coup, juste pour reprendre et fermer cette parenthèse-là, qu'est-ce qui se passe quand un candidat reçoit une notification 10 minutes après sa candidature qui lui dit qu'il a été rejeté, ou quand il reçoit cette notification à 3 heures du matin? C'est pas une IA, alors qu'est-ce qui se passe? C'est très simple, c'est recruteur qui a passé 6-7 secondes sur la candidature, peut-être même 30 secondes, et en 10 minutes, il peut recevoir un message qui lui dit qu'il n'est pas retenu parce que ça va très vite. Et parce que sur 200 candidats, il y en a plein qui ne sont pas dans le match, quoi. Voilà. La solution, c'est de programmer l'envoi de ce mail-là et de se dire, je ne vais pas lui répondre sous 10 minutes pour pas qu'il pense que il y a eu un traitement trop rapide de sa candidature déjà et qu'on n'y a pas accordé assez de temps, même si ça peut être vrai, ni un traitement IA qui fait que on n'aurait pas, notamment, on n'aurait pas fait jouer son droit au fait d'être traité par une personne humaine. On va le programmer, sauf qu'il y a plein d'ATS qui programment et qui ont encore à l'ancienne des batchs qui tournent de nuit et qui vont faire l'envoi des mails quand? À 3 heures du matin. Donc, je veux bien faire, je ne veux pas envoyer 10 minutes après. Qu'est-ce que je fais? Je le programme. Il part à 3 heures du matin et le gars il se dit non mais il se fout de ma gueule, il n'est pas devant son ordi à 3 heures du matin, le recruteur. Voilà. Et parfois il peut l'être aussi, mais voilà. Pour avancer un peu sur le sujet et en arriver encore une fois à la logique des biais, mais pour le coup, j'ai préféré, notamment après avoir écouté les intervenants précédents, je préférais passer du temps sur mon témoignage de recruteur plutôt que sur la technique parce que c'est peut-être là où je suis le moins à l'aise en étant plutôt un praticien. Et en plus, je trouvais que c'était plutôt bien expliqué par les personnes avant moi. Mais logiquement, vous imaginez bien, vu tout ce qui a été dit avant, que mettre en œuvre, utiliser une IA dans le recrutement, ce n'est pas forcément une super bonne idée, vu tout ce qui a été dit précédemment. Il y a même, et c'est Magali qui l'a dit tout à l'heure, une première expérience sur ce sujet-là qui a été plutôt bien documentée. C'est compliqué d'avoir de la documentation sur ces sujets-là, mais il y en a une très très documentée, c'est Amazon, effectivement, qui avait mis en place 2014-2017 toute une équipe qui était chargée d'automatiser à l'aide d'intelligence artificielle ou de machine learning, à l'époque on l'appelait ça plutôt un peu machine learning, automatiser le recrutement. Voilà. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On entraîne sur 10 ans de candidatures qui ont été acceptées et qui sont à majorité masculine. Du coup, l'outil de machine learning ou l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pénalisé le mot femme, elle a pénalisé les universités plutôt fréquentées à majorité par des femmes. Donc on est aux États-Unis quand on parle de ça. Elle a favorisé des mots un peu à consonance masculine, en tout cas dans sa façon de les appréhender, et elle a pénalisé des mots à consonance féminine dans sa façon de les appréhender. Donc on est vraiment sur une logique où là, ça a marché à plein régime, la machine à biais. Et ils s'en sont rendus compte, ils ont tout de suite, 3 ans après, arrêté l'expérimentation. Mais en tout cas, ce que ça nous enseigne, c'est que le mécanisme, il est simple. Les données, elles sont plutôt biaisées à la base. Il y a une logique de reproduction qui est mise en œuvre par l'intelligence artificielle. Et de fait, elle met en œuvre un certain nombre de biais. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que, et là aussi ça a été dit, non seulement elle les reproduit, mais elle les amplifie. Elle les amplifie parce que là où dans le traitement humain, il peut y avoir un petit peu d'aléatoire, le traitement de l'IA,
il est automatisé. Et du coup, là où, dans certains cas, chez Amazon, par exemple, mais dans d'autres exemples aussi, on pouvait prendre 6 à 7 candidats masculins pour 3 à 4 candidatures féminines, si on met en œuvre de l'IA qui est entraînée sur cette base-là, elle va elle va mettre 8 hommes et 2 femmes, quoi. Elle va vraiment amplifier ce qui est mis en œuvre. Alors pour continuer là-dessus, hein, et encore une fois, beaucoup m'appuyer sur ce qui a été dit précédemment, et puis avoir une approche très humble sur le sujet, parce que ce n'est pas ma spécialité, mais globalement, très clairement, c'est dans notamment l'encodage du traitement de l'IA que des mots sont d'ores et déjà identifiés par un genre, des métiers, pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, sont d'ores et déjà plutôt codifiés autour d'un genre. On a vu l'exemple du dirigeant, où c'était plutôt un homme. On a vu les exemples, c'était femme de ménage, enfin ménage, personne qui fait le ménage, bah, c'est une femme. Voilà. Donc là, dans le monde du recrutement, on peut tout à fait partir du même principe, et les études l'ont complètement montré. De la même manière, même si on supprime le genre du CV, l'intelligence artificielle a la capacité à aller l'identifier. Pourquoi ? Bah, le parcours, l'université, comme on le disait tout à l'heure, des mots utilisés dans le CV. Les études ont montré que je supprime le nom, le genre, l'IA a eu la capacité à savoir que c'était une femme et à potentiellement mettre son CV de côté par rapport à une logique de biais. Dans certaines études récentes, je ne vais pas toutes les citer parce que je vois le temps qui passe, on voit hein, que l'anonymisation ne suffit pas, que les noms masculins sont préférés par les intelligences artificielles quand elles recrutent. Néanmoins, si je peux vous rassurer ou pas, les femmes ne sont pas les plus discriminées par l'intelligence artificielle dans le recrutement. Les exemples, alors très souvent aux États-Unis, hein, ont montré que étaient encore plus discriminés les hommes de couleur et les femmes de couleur. Pour reprendre là aussi certains passages sur le côté vidéo, ben voilà, dans certaines expérimentations de recrutement par le biais de l'IA, on avait dans les ordres de préférence d'abord les hommes, qui étaient hommes blancs évidemment, qui étaient retenus par l'intelligence artificielle, puis les femmes, puis les hommes noirs, puis les femmes noires. Donc vraiment, si vous êtes femme et noire, pas super. Si je parle aussi recrutement, intelligence artificielle et biais de genre, je peux aussi vous parler de cette étude qui a montré, une étude de l'Organisation internationale du travail, qui a montré que les emplois féminins sont 2 fois plus exposés à un remplacement par l'intelligence artificielle. Donc non seulement les femmes peuvent être discriminées par une intelligence artificielle qui recrute, mais potentiellement, demain, alors c'est des études projectives, on y accorde la valeur qu'on veut, hein, mais potentiellement, demain, ces femmes auront même moins d'opportunités parce que leurs emplois peuvent être rendus plus facilement, plus rapidement obsolètes par l'intelligence artificielle. Pour synthétiser un petit peu ces études récentes, ce que je peux vous dire, c'est que dans le cadre d'une méta-analyse de la littérature académique, sur un périmètre international et en 2024, un chiffre qui est très parlant, c'est dans 68% des études examinées, l'intelligence artificielle causait un biais de genre à un stade ou à un autre du recrutement. Voilà. 68%. C'est quand même très, très parlant. Alors du coup, la question qu'on peut se poser, c'est qui est responsable de cela? Je vais avancer comme ça et je reviendrai derrière après. Qui est responsable de cela? De ces 68% de biais discriminants dans l'usage de l'IA. Eh ben, on va se référer à l'AI Act. Aujourd'hui, ou au 2 août 2026, c'est-à-dire aujourd'hui, est déployeur, c'est un terme important, déployeur, toute entreprise qui met en œuvre de l'intelligence artificielle pour le recrutement. Donc, ce n'est pas l'éditeur de la solution, alors si, ça peut l'être évidemment, il est déployeur aussi, mais c'est aussi le recruteur, l'entreprise qui met en œuvre ce type de mécanisme de recrutement. Donc,
Quand vous êtes déployeur, vous êtes responsable. Donc potentiellement, vous êtes responsable de cette discrimination qui est faite par l'intelligence artificielle et pas par vous, dans l'absolu. Vous avez même des obligations. Les obligations, c'est quoi? C'est lister tous les outils, les éditeurs, la finalité, où sont les données, quel est le niveau de risque. Vous devez informer les candidats avant sur comment va être traitée leur candidature, et notamment par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas dans les conditions générales d'utilisation, hein, ça doit être quelque chose de très visible au moment de la candidature. Il doit y avoir une supervision effective, il faut comprendre les critères. Et on sait que l'intelligence artificielle, dans ses décisions, c'est parfois une boîte noire. Donc il faut comprendre les critères et être en capacité d'expliquer pourquoi l'intelligence artificielle a fait le choix de ne pas retenir telle ou telle candidature. Il faut aussi mettre en place un audit de biais, donc vérifier les résultats de façon périodique. Et enfin, avoir une documentation, tracer chaque décision et être capable de la récupérer. Donc voilà, on se rend bien compte que les implications et les responsabilités qui vont peser non seulement sur l'éditeur, mais aussi sur l'utilisateur, donc le recruteur ou l'entreprise, sont très très lourdes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ça nous fait un peu comprendre ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'au final, l'usage de l'intelligence artificielle systématique dans le recrutement, elle est pas si importante que ça. Elle est en baisse. Elle est en baisse même par rapport aux années précédentes parce qu'on voit bien que c'est très très réglementé et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors ça nous laisse avec quoi? Ça nous laisse avec... Je modifie ma présentation, c'est juste parce que je vois le temps qui passe. Ça nous laisse avec certains usages qui sont ceux plutôt cachés de je mets les CV dans ChatGPT parce que mon ATS, mon outil de suivi des candidats, ne me permet pas de le faire. Et ça, c'est un côté un peu négatif de cette réglementation qui va empêcher et qui empêche déjà l'usage de l'IA. Parce qu'on va avoir un usage complètement débridé, illégal, mais débridé, et qui en plus amène une certaine illusion d'objectivité, parce que je me dis, en fait, pourquoi je fais ça? C'est pour gagner du temps, mais en plus, l'IA, elle va pas discriminer. Alors, or, on voit qu'elle discrimine. Mais on se dit, voilà, ça va être une façon d'apporter quelque chose de différenciant et potentiellement de non discriminant, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors, on peut réduire les biais autrement, puis je vais finir par ça. Il y a quand même des usages positifs de l'IA dans la réduction des biais. On peut parler, par exemple, et je vais prendre surtout cet exemple-là, de l'usage de l'intelligence artificielle pour la rédaction des offres d'emploi. Effectivement, c'est intéressant, et notamment pour challenger vos offres d'emploi ou pour mettre en œuvre un jury d'intelligence artificielle qui va étudier une offre d'emploi que vous aurez rédigée ou fait rédiger par l'intelligence artificielle. C'est la plupart du temps aujourd'hui ce que proposent les ATS justement parmi leurs fonctions IA. Et du coup, vous allez pouvoir dire dis-moi, est-ce qu'il y a des biais dans mon offre d'emploi, un risque lié à cette offre d'emploi d'avoir uniquement des candidatures féminines, masculines, etc. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir avoir cet usage-là, à condition qu'on ait un usage raisonné, en mettant en œuvre potentiellement différents modèles pour pouvoir critiquer votre offre d'emploi et non pas juste pour la rédiger. Je vais passer à la conclusion pour principalement des questions de temps, mais moi, ce que je retiens de cette étude de l'intelligence artificielle en recrutement et des biais de genre, c'est plusieurs choses. Le premier, c'est que le cadre est là, et c'est une bonne chose. On fait partie de notre métier de recruteur, des premiers métiers touchés par concrètement l'AI Act. Avant nous, c'était justement tout ce qui va être l'étude des sentiments et des émotions par la vidéo, automatisée par l'IA, etc. Voilà, mais dès le 2 août, on est vraiment très encadré. Ça veut dire aussi que déjà, c'est une garantie pour l'étude de vos candidatures, des candidatures de vos enfants, de votre famille, et ainsi de suite. Mais c'est aussi pour nous, recruteurs, une validation de notre métier, de notre importance, finalement, cette touche humaine. Le deuxième point, c'est pour venir un petit peu avertir néanmoins sur ce sujet, c'est on peut quand même utiliser l'intelligence artificielle, malgré l'AI Act. On peut l'utiliser dans le traitement des candidatures. Simplement, ce qui est demandé, c'est qu'il y ait assez classiquement un human in the loop, un recruteur qui va venir valider ou invalider ce que fait l'intelligence artificielle. Voilà. Donc il va venir
dire « Ok, je retiens cette personne, ok, je la refuse ». Et c'est lui qui va faire l'envoi des messages, des fameux messages ou des mails de refus. Et c'est là où on peut venir un peu nuancer cette protection, parce que quand on reçoit 200 candidatures, que l'intelligence artificielle les classe par ordre de meilleure capacité à répondre aux attendus de votre offre d'emploi, que va faire le RH qui sera le human in the loop, le recruteur qui sera le human in the loop? Est-ce qu'il va réellement regarder les 200 CV et valider réellement le choix réalisé par l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'il va se concentrer sur les 20 premiers et tout simplement dire « je rejette, j'envoie le mail de refus aux 180 autres ». Si on se base sur le temps passé, les 6-7 secondes, sur le fait que voilà, on reçoit énormément de candidats, que c'est une mission parmi d'autres, très souvent dans les entreprises, on peut imaginer que ça arrive effectivement. On peut imaginer qu'au final, le human in the loop, ce soit surtout quelqu'un qui va appuyer sur le bouton Go, mais qui ne va pas forcément contrôler un par un chaque CV. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Merci pour cette présentation. Je suis beaucoup moins positive que vous quant à l'usage de l'IA dans le recrutement. Alors, j'ai bien aimé, vous avez fait vraiment une distinction entre le fait que l'IA prenne la décision finale sur le recrutement versus l'IA fait une analyse préalable et sort un ensemble de critères, disons, qui sont précalculés. Mais parce que j'ai vu aussi des entreprises contacter les laboratoires de recherche pour faire des analyses automatiques de vidéos qui sont envoyées par les candidats, etc. Je trouve que finalement, l'IA prend beaucoup de place, pas directement pour choisir le candidat, mais plutôt pour analyser les dossiers. Et sincèrement, je pense que quand une IA fournit une décision, en fait, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce que les humains pensent que les IA sont plus performantes à réaliser une tâche par leur puissance de calcul, en général, l'humain se fie à la décision de l'IA. Donc ça, c'est quand même du coup ce qui m'inquiète. Et puis sur l'AI Act, bon déjà, c'est que en Europe, hein. Donc ça, à l'étranger, c'est différent. Et en plus, ce que je ne sais pas, mais peut-être que vous aurez la réponse, c'est qui va vérifier, par quel label on va attester qu'un outil n'a pas de biais, sachant qu'aujourd'hui, c'est encore des recherches actuelles en informatique. Dans l'absolu, on est plutôt d'accord. On est plutôt d'accord dans le sens où c'est le sens de ma conclusion. Je pense que vraiment, effectivement, une fois que l'IA aura fait son tri, le recruteur va regarder les 20 premiers CV, laisser de côté les 180 autres et va valider finalement tout simplement ce qu'a fait l'IA. Donc là-dessus, on est plutôt d'accord. Même si dans le marché aujourd'hui, cet usage-là, il est vraiment minoritaire. 4% des entreprises ont un outil qui fait ça. Voilà. Après, on peut imaginer que ça se développe, hein. Mais aujourd'hui, 4% des entreprises ont un outil qui fait ça. Alors forcément, j'utilise mon prisme un peu personnel quand je viens témoigner aujourd'hui, parce que je ne suis pas chercheur, je suis recruteur. Dans mon cercle professionnel, je ne connais personne qui a en place cet outil-là. Et je fais partie de nombreux réseaux de recruteurs, qu'ils soient locaux ou nationaux, et je fais partie d'un réseau qui développe même son propre ATS, et dans laquelle cette fonctionnalité n'est pas incluse et n'en fait pas partie. Première chose. Deuxième chose sur cette validation, et c'est aussi un des gros problèmes, puisque c'est ce que je disais, c'est la logique de savoir sur quels critères a été fondée la décision dans cette boîte noire qu'est l'intelligence artificielle, et du coup, quels sont les biais ou pas. Très clairement, pour moi, à l'heure actuelle, rien n'est prévu, et c'est souvent le cas avec ce genre de disposition. Mais la bonne nouvelle ou pas, c'est que les éditeurs sont très frileux d'aller là-dessus. Et qu'on a quand même de nombreux éditeurs d'ATS qui, aujourd'hui, n'ont pas ces fonctionnalités-là de prévues ou ne les déploient pas à l'heure actuelle. Font plutôt des biais, des pas de côté, c'est aller identifier dans un vivier, identifier dans une CVTech, c'est pas sélectionner. Voilà. Mais on est plutôt en phase. Est-ce qu'il y a une autre question ou est-ce qu'on peut faire la pause ici? Oui. Est-ce qu'il y a des critères pour affirmer qu'un recruteur humain applique moins de biais
ou fait le travail de manière plus soignée qu'une intelligence artificielle. Parce que, voilà, on pourrait se demander si, par hasard, un recruteur humain n'applique pas des biais plus graves qui ne soient pas moins soignés dans la sélection que Vous avez un raison. mécanisme automatique. Ouais, bien sûr, vous avez raison, ça fait partie de toute la première partie de ma présentation aussi, qui est pour moi que de toute façon, le recrutement est déjà forcément une action de discrimination, qu'il y a 25 critères qui sont là pour être des sujets interdits, des discriminations interdites, une formation qui est obligatoire par la loi, derrière mon retour pratique du terrain, notamment par le biais aussi de ma connaissance des managers en situation de recrutement, bien sûr que l'humain est tout aussi, à la mesure de ce qu'on peut voir, discriminant que une intelligence artificielle dans le recrutement. Donc à votre question, pour moi, il n'y a pas de bonne réponse, hein, très clairement. Mais en fait, c'est ce que dit Isabelle Régnier, donc d'Aix-Marseille Université. C'est qu'on a tous des stéréotypes, tous sur beaucoup de choses. Et elle, si je ne me trompe pas, elle rend obligatoire la formation aux stéréotypes avant les recrutements dans son université. Et elle dit aux recruteurs, enfin aux gens qui sont dans les jurys, parce que nous on ne fonctionne pas par recrutement, enfin c'est un peu différent. Elle leur dit, à partir du moment où vous avez des biais, mais où vous en avez conscience, en fait, vous les appliquez moins et ça a été montré, il me semble, dans des études, vous les appliquez moins dans la phase du jury. Enfin, donc voilà. Le but n'est pas, enfin, on n'est pas. Alors. Peut-être qu'une IA pourrait être neutre un jour, j'en sais rien, mais l'humain n'est pas neutre, n'est pas objectif. On fait tous en fonction de notre vécu, de notre expérience. Mais l'important, c'est effectivement, quand on a des biais, d'en avoir conscience, et ça nous permet de moins les appliquer. Et puis derrière, il y a des logiques d'audit aussi, hein, sur les audits des pratiques RH et recrutement qui peuvent amener derrière à des labels. Et du coup, je refais le lien avec la question de Magali, parce que dans mes recherches, j'ai aussi vu que notamment dans l'État de New York, ils sont très prudents. Ils ont mis en place beaucoup de législation sur le sujet de l'IA dans le recrutement. Et du coup, il y a des auditeurs qui commencent, vraiment des cabinets d'audit qui commencent à se créer pour aller auditer les pratiques IA en recrutement. Donc on peut imaginer qu'il y ait des labels, des cabinets de cette manière qui viendront travailler sur, alors plutôt les décisions finales, je suppose, véritablement, et le recrutement et la personne recrutée à la fin par rapport aux données en entrée et ainsi de suite. Alors, je vous remercie tous pour votre présence. Je pense qu'il y aura le café à partir de 13h15 ici dans l'amphi. Je remercie les techniciens Eric et François pour leur aide précieuse. Et à tout à l'heure.